Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis avec Louis Defels. Louis, bonjour. Bonjour Frédéric. Louis, vous êtes le directeur général et le responsable de la gestion de Gay-Lussac Gestion. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Vous lancez un nouveau fonds microcap, mais cette fois-ci, c'est un fonds microcap monde. Alors, félicitations, mais c'est un peu ambitieux quand même de jouer l'ensemble des marchés. Fort de notre succès chez Gay-Lussac Gestion sur les microcaps, à la fois sur les fonds France. Ouais. Depuis plus de 2 ans maintenant, on a lancé un fonds Microcap Europe qui est de nouveau et au rendez-vous. Et là, on s'est dit, allez, pour être complet, lançons un fonds sur les microcap monde. D'accord. Mais alors, juste une question concrète. Comment on fait quand on est gérant français à Paris pour identifier des microcaps, je sais pas, aux États-Unis ou au Japon? Nous avons un process de gestion assez strict et normé qui va permettre de faire une approche très quantitative et à la fois qualitative. Donc ça va nous permettre de vraiment enlever directement plein de valeurs et on va vraiment essayer de répliquer le même process de gestion. Exactement, on va filtrer et on va essayer un peu de dédupliquer le même business model qui a fait notre succès sur les valeurs mondiales. D'accord. Si je prends le cas du Japon, on va d'abord filtrer de façon quantitative et puis au lieu d'avoir plusieurs centaines de valeurs, on va avoir quelques dizaines de valeurs et là on va pouvoir analyser chaque valeur dans le détail. Quand vous dites microcap monde, c'est quoi? C'est tous les marchés, y compris les marchés émergents, y compris la Bulgarie, la Croatie, ou uniquement ce qu'on appelle les grands marchés? On va vraiment se focaliser sur les pays de l'OCDE, à savoir donc un grand pays, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Australie, un peu l'Asie évidemment. Et ce que nous, chez Gay-Lussac Gestion, appelons une microcap monde, ça serait vraiment toutes les valeurs sous les 500 millions d'euros lors de l'initiation. Ok. Vous évoquiez votre fonds Microcap France en parlant des bons résultats. On peut revenir sur les chiffres? Sur les 10 dernières années, on a plus de 16% de performance annualisée. On a dépassé les 40% de performance en 2021. On a très bien passé aussi la crise de 2018 et 2020. Donc le succès est en rendez-vous. Pour notre fonds Microcap Europe qui s'appelle Microcap, pareil, on a fait quasiment 36% de performance l'année dernière. Donc voilà, on pense qu'on a fait le travail. Ok. Les microcaps, c'est un marché qui n'est pas toujours très, très profond. Il y a pas toujours une grande profondeur de marché. En termes d'encours, ça se passe comment sur vos fonds microcaps? Alors, très bonne question. Le fonds Microcap France a été fermé il y a pile un an, au mois de janvier 2021. À combien d'encours? À 100 millions d'euros d'encours. Il est complètement hard closé. Notre fonds Microcap Europe, lui, aujourd'hui, fait à peu près 75 millions d'euros d'encours. Donc, il y a encore largement de la place. Et comme on est sous les 500 millions de market cap, alors que c'était 300 pour Microcap, lui pourra monter un peu plus dans les encours, autour de 150 millions d'euros de capacité. D'accord. L'engouement des investisseurs pour le thème des petites et puis des microcaps, il y a une réelle demande, on voit des flux qui arrivent. Alors, il y a eu un fort flux en début d'année de l'année dernière, en 2021, mais depuis l'été dernier, les flux ont plutôt été sortants. Donc on va dire que la classe d'actifs était plutôt saine, parce que la classe d'actifs a bien marché, mais on voit que c'est le fruit, le résultat de la croissance des bénéfices par action, et pas des flux comme on avait pu avoir en 2016-2017. Louis Defels, on est début 2022. Voyez comment cet exercice, parce que l'environnement est compliqué à lire quand même, entre les taux, le Covid, les enjeux géopolitiques, les Russes, les Chinois, c'est compliqué en ce moment. En effet, la Fed est venue un peu brouiller en parlant peut-être de réduction du bilan. Donc voilà, on voit et on a vu ce qui s'est passé tout de suite sur les valeurs à forte croissance, le fameux Nasdaq qui a failli reculer. Mais on voit que les small caps, rappelez-vous, sur les 4 dernières années, les petites valeurs ont sous-performé 3 fois sur 4 le CAC 40. Ouais. Donc espérons que là, on voit que c'est plutôt la value, les cycliques qui sont en train de repartir avec les taux qui sont en train de se repentifier. Donc espérons que ce soit enfin l'année des small caps après 3 années de sous-performance. Est-ce qu'on peut parler un peu valeur ou secteur? Vous dites, on va peut-être rentrer dans une séquence favorable au cyclique, c'est ça? Peut-être. Vous voyez quoi à l'horizon? C'est quoi vos valeurs, vos secteurs privilégiés en ce moment? Donc, c'est vrai que la beauté des small caps, c'est que vous n'avez pas eu toute cette forte rotation sectorielle comme on peut voir depuis le début d'année sur large cap. Vous voyez, si vous n'avez pas de bancaire, pas de cyclique et que des belles valeurs, c'est énorme. Dans les small caps, il n'y a pas ça, et surtout que si vous avez un large choix des valeurs, donc ça vous permet de jouer des thématiques. Nous, on aime beaucoup, vous savez, la santé animale, on aime beaucoup tout ce qui est dans la logistique. Donc c'est vraiment des thématiques comme ça, toutes les valeurs à forte pricing power, c'est des thématiques qu'on va essayer de jouer dans les portefeuilles. Louis Defels, on vous souhaite succès pour ce nouveau fonds Microcap Monde, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Frédéric.
Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Andras Boros. Andras, bonjour. Bonjour Frédéric. Andras, vous êtes le président d'Epsilon Capital. On reviendra sur cette jeune maison. Votre actualité, vous, c'est que vous lancez une nouvelle SCPI, Epsilon 360. C'est quoi cette SCPI? Alors Epsilon 360, c'est une SCPI de rendement. Alors contrairement aux tendances actuelles qui sont, comme vous le savez, plutôt à l'international. À l'international, il n'y a plus de business en France, il faut aller chercher en Allemagne, en Angleterre, en Suède, etc. Voilà, alors ce n'est pas notre cas, parce que nous notre cœur de cible, on va dire, ce sont les petits deals. Ce que j'appelle petits deals, c'est des deals entre 1 et 5 millions d'euros. Et là, c'est un marché qui est très très vaste et qui nous offre en France encore énormément d'opportunités. Donc notre fonds est dédié à la France. Pourquoi 360 ? Alors 360 parce que, donc là aussi, contrairement on va dire aux tendances du moment, nous ne sommes pas une SCPI thématique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas... Pas de logistique. Hein, un des trucs à la mode en ce moment, c'est un peu la logistique, on en entend beaucoup parler. Alors, on peut faire de la logistique, mais justement 360 parce que nous sommes une SCPI dite opportuniste, c'est-à-dire qu'on qualifie notre stratégie d'opportuniste, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien et on peut tout aussi bien aller sur de la logistique que sur des actifs de bureau, du commerce, donc on a une liberté d'action importante. Ok, on est sur un scope franco-français. Oui. Est-ce qu'il y a une préférence régionale ou c'est tout le territoire ? Non, alors c'est tout le territoire, mais là aussi grande liberté, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien aller à Paris intramuros en Île-de-France, dans les grandes métropoles, mais on ne s'interdit pas non plus d'aller dans des villes moyennes, ce qui est une thématique d'ailleurs plutôt intéressante en ce moment. On a des fortes convictions sur les villes moyennes, il y a des gens qui y habitent, qui y consomment, qui y travaillent, donc c'est un... Il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Paris ou les grandes villes, en l'occurrence. Il se passe des choses aussi en région. Je crois qu'une des caractéristiques de cette SCPI, c'est qu'on va être en distribution mensuelle. C'est assez rare, ça. Alors c'est relativement rare, nous ne sommes pas les seuls, pour être honnête, mais c'est effectivement une petite minorité de SCPI qui distribue mensuellement. Donc nous prévoyons la distribution à partir du mois d'avril, donc effectivement sur une base mensuelle. Je pense qu'il y a une dimension psychologique pour les gens de recevoir un coupon tous les mois, c'est quand même important. Et pour les gens qui se financent à crédit, c'est aussi important de pouvoir matcher, on va dire, les amortissements de leurs prêts sur des rentrées mensuelles. Donc, ça nous a paru intéressant de proposer cette petite... Andras, je vais être franc avec vous, je ne connais pas tout, mais je connais quand même un certain nombre d'acteurs dans l'industrie. Epsilon Capital, franchement, je ne connaissais pas. C'est qui cette maison? C'est quoi? Ça vient d'où? Alors, en toute franchise, vous n'êtes pas le seul, Frédéric, à ne pas connaître Epsilon Capital, parce que c'était une toute jeune société de gestion que j'ai cofondée avec mon compère, acolyte et associé Léonard Herry. Ouais. Et c'est une société de gestion qui a obtenu son agrément début septembre, donc c'est effectivement tout récent. C'est tout chaud. C'est tout chaud. Nous avons une petite particularité, nous sommes des régionaux de l'État, pour ainsi dire, parce que notre société est basée à Bordeaux. D'accord. Le parcours des deux associés fondateurs, vous venez d'où? Alors Léonard, lui, a un profil vraiment fund management, donc il s'occupe vraiment de la gestion financière du fonds. Il a fait ses classes chez Ernst & Young, qui est une grosse maison cabinet d'audit, et ensuite il a été en charge de gestion des fonds chez Atrim, qui est un de nos illustres confrères. En ce qui me concerne, j'ai commencé ma carrière dans la finance, j'ai un double cursus financier et immobilier, d'abord dans le capital investissement, et ensuite assez rapidement j'ai bifurqué vers la promotion immobilière, et donc j'ai occupé des postes chez Kaufmann & Broad, notamment, et Cogedim. Ok. Donc, Andras, est-ce qu'on peut revenir sur ce fonds Epsilon 360 que vous mettez sur le marché, sur un peu où est-ce qu'on en est? Il y a déjà du seed money, on va trouver quel type de deal à l'intérieur, et puis vous êtes distribué comment? Imaginons, ça m'intéresse, j'ai envie de mettre un ticket, ça se trouve dans quelles bonnes épiceries? Alors, d'une part... le contenu, qu'est-ce qu'il y a pour le moment? Alors, pour l'instant, déjà la capitalisation au 31 décembre était de 16,5 millions d'euros, donc ce qui est plutôt significatif pour un fonds qui a été lancé il y a un mois. Ça, nous le devons d'une part à l'investissement de l'équipe de gestion. La petite particularité, on va dire, c'est qu'on est extrêmement mouillé dans ce fonds, vu qu'on a mis 3 millions d'euros. L'équipe de gestion est associée fondateur du fonds à hauteur de 3 millions d'euros. Et puis nous avons... Ça a intérêt que ça marche? C'est intérêt que ça marche déjà pour nous, mais voilà, ça veut dire qu'on y croit. Et puis nous avons près d'une centaine d'associés fondateurs qui sont principalement issus du Sud-Ouest, qui ont apporté 13 millions d'euros complémentaires. Donc voilà, c'est ce qui fait cette petite manne de départ. Et donc nous nous employons aujourd'hui à déployer ce capital d'amorçage, on va dire. Donc nous avons fait sur le mois de décembre
4 premières acquisitions. On peut en parler un peu? Bien sûr, bien sûr. C'est Donc, quel type de bien? nous avons acheté la première de manière symbolique est à Bordeaux. Donc c'est une crèche qui est exploitée par le groupe Babylou, qui est un des leaders nationaux. Nous avons fait une acquisition au Havre. Nous avons acheté un magasin Action. Vous savez, ce sont cette enseigne de discount bazar qui est un segment qu'on aime beaucoup. Et puis nous avons acheté un bien à Dinard, qui est un grand frère, l'enseigne alimentaire bien connue des Français, où il y a également une boulangerie, sous l'enseigne Marie Blachère, et puis un autre magasin discount bazar qui est exploité par Max Plus. Donc d'entrée de jeu, une bonne diversification géographique. Voilà, Bordeaux, on fait des petits deals, donc assez rapidement, effectivement, avec finalement assez peu de capital, on peut bien diversifier le risque locatif et bien mutualiser le fonds. Ouais, absolument. Distribution, vous êtes référencé où? Enfin, j'imagine que c'est en cours, mais on peut... Alors effectivement, on démarre et puis on espère que ce genre d'intervention va inciter des partenaires distributeurs à s'intéresser à notre fonds, mais effectivement, nous avons conclu un certain nombre d'accords de distribution avec des plateformes et des conseillers en gestion de patrimoine. Notre cible, notre canal de distribution prioritaire, c'est les conseillers en gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui, si vous l'achetez, vous pouvez soit investir en direct ou sinon vous pouvez passer par des distributeurs de type Prime Alliance, Meilleur SCPI, Eodia. C'est le premier partenaire que nous avons avec nous et puis nous espérons conclure prochainement de nouvelles conventions. C'est clair. Andras, merci d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite succès pour cette nouvelle SCPI Epsilon 360. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Philippe Bayot. Philippe, bonjour. Bonjour Frédéric. Philippe, vous êtes l'auteur de Fiscalité de l'assurance vie. C'est un peu la Bible dans ce domaine. On est ensemble, vous publiez la 5e édition de ce livre de référence. Je le rappelle, vous avez été d'autre part directeur à la Belle Vie, vous êtes professeur enseignant à Paris 2, Paris 1, et vous êtes l'ancien médiateur de l'assurance. On va pas parcourir tout le livre. Une des questions qu'on se pose concernant l'assurance vie, c'est est-ce qu'il reste encore des avantages fiscaux sur l'assurance vie? Parce qu'au fil des années, ça a été rogné. Oui. Effectivement, Frédéric, depuis la première édition de cet ouvrage, donc en 1989, le législateur n'a eu de cesse d'éroder les charmes fiscaux de l'assurance vie. Mais il reste tout de même un différentiel extrêmement favorable à l'assurance vie sur l'ensemble des plans. Sur le plan de l'impôt sur le revenu, par exemple, en simplifiant, le taux de l'impôt sur le revenu applicable après 8 ans est de 7,5%. Le droit commun de la flat tax est à 12,5%. Vous voyez, donc il reste quelques petits bénéfices quand même. Les consommateurs profitent d'un avantage de 5% sur le rendement global de leur épargne. En matière de droit de succession, là, le différentiel est encore extrêmement favorable, puisque vous pouvez avoir un abattement de 150 000 € par bénéficiaire sans que le nombre de bénéficiaires que vous pouvez mentionner sur votre contrat d'assurance vie soit limité. Et au-delà, si vous avez quelques biens, donc les 700 000 premiers euros sont également taxés qu'à 20%, ce qui est un taux vraiment favorable. Et pour les quelques applifiaux qui peuvent transmettre plus de 850 000 € à chacun de leurs bénéficiaires, alors le taux est limité à 31,25, ce qui se compare très favorablement à des taux d'impôt direct de 40% ou en succession indirecte de 60%. On est sur une matière touffue. Votre ouvrage, l'ouvrage de référence, fait près de 400 pages. On a envie de vous demander, vous qui êtes un spécialiste de la fiscalité française, quels mauvais coups sont en préparation en matière de fiscalité? Alors pas en matière de fiscalité en général, sur l'assurance vie, il faut s'attendre à quoi? On regarde l'importance de l'assurance vie dans le patrimoine financier des ménages, qui représente près de 40% de cette épargne. C'est difficile pour les autorités de ne pas aller piocher, quoi. Et puis des déficits himalayens auxquels font face nos régimes sociaux et puis fiscaux. Et puis également des pulsions de certains agents économiques, par exemple les notaires ou les sociétés de gestion d'actifs ont des pulsions à l'encontre de l'assurance vie assez naturelles, parfaitement compréhensibles. Alors il faut se préparer dans une année électorale à quelques mauvais coups. Vous pensez à quoi? Et alors il y a quatre rapports qui ont été publiés assez récemment. Le premier rapport intéressait le droit civil. Nous sommes encore un tout petit peu loin de votre question, mais je vais m'en rapprocher très rapidement. Puisqu'un rapport à la garde des Sceaux de 2019 prévoit de remettre l'assurance vie dans le cadre de la réserve, chère aux civilistes français. Et si ce rapport devait être mis en œuvre, alors la liberté des Français d'organiser leur transmission à cause de mort serait réduite et beaucoup du charme de l'assurance vie s'estomperait.
Mais sur le plan fiscal, là, les rapports ne manquent pas. Nous avons donc une somme d'un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en 2018. Le dernier rapport Blanchard-Tirole sur le plan économique de juin dernier. Et puis tout récemment, encore, là, nous sommes dans l'actualité encore chaude, le Conseil d'analyse économique est une structure proche du Premier ministre. Tous ces rapports ont suggéré donc d'augmenter encore les droits de succession applicables en France, en omettant simplement de préciser que les droits de succession en France sont déjà les recordman du monde. Donc c'est tout à fait extraordinaire d'imaginer qu'on va encore augmenter quelque chose où nulle part dans le monde où nous nous envie notre fiscalité. Mais ces points-là donc, sont en préparation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 rapports suggèrent d'associer une éventuelle réforme de l'assurance vie, puisque c'est l'assurance vie qui serait visée, associer cette évolution éventuelle par une clause de grand-père. Ça signifie que, à l'encontre du droit commun de la fiscalité française, une éventuelle évolution ne serait appliquée qu'aux contrats nouveaux, en simplifiant à l'extrême. Ça risque pas d'être source de contentieux, ça ? Bien naturellement, parce que imaginez que les contrats nouveaux dans 20 ans ne le seront plus vraiment, puisque le fait générateur de l'impôt, c'est ma disparition, en l'occurrence, si j'ai eu le bon goût de vous me désigner comme bénéficiaire, et comment garder en mémoire donc cette ancienneté des contrats. Mais je crois que le plus important serait que la profession de l'assurance, également les associations d'épargnants se mobilisent pour éviter que ce type de mesures ne soit inscrite dans un projet présidentiel d'un des candidats les plus sérieux, pour éviter que ce projet ait une mention démocratique et soit mis en œuvre par la suite. D'accord. Philippe Bayot, il y a les risques liés à la fiscalité. On sait qu'en France, nous sommes assez experts dans ce domaine-là. Il y a la remontée des taux. Depuis un moment, on se dit non, c'est conjoncturel, ça va passer. Et puis là, la doctrine évolue. On se dit non, c'est durable, les taux vont remonter. C'est un danger pour l'assurance vie. Très clairement, tout le succès de l'assurance vie, en fait, est synonyme de fonds en euros et a vogué sur une gigantesque vague de surf de la baisse des taux depuis 1980, le début de ma carrière professionnelle, où les taux longs étaient à 15%, et aujourd'hui, en simplifiant, ils sont à 0. Donc ça a créé une valeur extraordinaire pour les détenteurs de fonds en euros, et les fonds en euros se sont trouvés être formidablement en phase avec une période économique tout à fait particulière et qui arrive à son terme aujourd'hui. Mais très clairement, donc, si les taux devaient remonter assez violemment à la hausse à la suite d'un choc politique, par exemple, ou d'une guerre en mer de Chine, alors naturellement, les entreprises d'assurance se trouveraient dans la plus grande difficulté pour faire face à leurs engagements, puisque leur passif serait constant, mais quant à leur actif, ils pourraient, selon la vitesse du krach obligataire, aller au tapis. Donc là, on voit bien qu'il y a une menace très très grande, d'où l'effort de toutes les entreprises d'assurance, d'ailleurs, de basculer des fonds en euros vers des contrats en unité de compte pour créer de la valeur pour les épargnants. Les fameuses UC. Philippe Bayot, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le co-auteur de l'ouvrage La Bible en matière de fiscalité de l'assurance vie, et vous publiez la 5e édition de ce livre. Merci Philippe. Merci Frédéric.